Aucune femme ne survivait à une nuit avec lui, murmurait-on. Et tandis que Tanit se tenait parmi les offrandes présentées au roi Alpha, elle comprit pourquoi chaque femme tremblait. 17 épouses, 17 funérailles. Chaque femme qui avait partagé son lit était retrouvée glacée avant le lever du soleil. Leur cœur s'arrêtait, comme gelé de l'intérieur. Pourtant, elles continuaient de venir. Des familles désespérées, des seigneurs ambitieux, des femmes qui croyaient que leur beauté ou leur lignée pourrait les protéger, là où d'autres avaient échoué. Tanit n'était pas belle, elle n'était pas ambitieuse. Elle avait été envoyée parce qu'elle était déjà brisée. Son père ne voyait aucune perte à offrir une marchandise endommagée à un roi maudit. Ce que personne ne savait, ce que Tanit avait caché sous des couches de tissu pressées contre sa poitrine, c'était son propre secret. La marque creuse sur son cœur. La malédiction qui l'avait vidée de tout ce qui avait de la valeur. C'était peut-être pour cela que le regard froid du roi Alpha balaya la ligne de femme tremblante et s'arrêta sur elle. Quelque chose vacilla dans ses yeux pâles comme l'hiver. Pas la faim, pas la cruauté, de la reconnaissance. Celle-ci, dit-il. Et pour la première fois depuis des années, Tanit sentit quelque chose s'agiter dans l'espace vide où son cœur aurait dû se trouver. La grande salle de Valdris avait vu des couronnements, des traités et des célébrations. Des bardes en chantaient encore les louanges à 3 royaumes de là. Ce soir, elle abritait un défilé mortuaire. Tanit était la 5e dans une file de 7 femmes. Chacune avait été baignée, parfumée et vêtue de blanc. La couleur du sacrifice dans les royaumes du Nord. La couleur des linceuls. La femme à côté d'elle pleurait en silence. Ses larmes traçaient des sillons dans la poudre soigneusement appliquée pour cacher ses cernes. Elle avait peut-être 30 ans, encore belle, mais elle avait dépassé l'âge idéal pour une première union. Le désespoir l'avait amenée ici. Le désespoir les avait toutes amenées ici. « J'ai entendu dire que la dernière a hurlé », chuchota quelqu'un dans la foule. Elle a hurlé jusqu'à ne plus pouvoir. On a trouvé des marques de griffes sur la porte où elle a essayé de s'échapper. N'importe quoi. Elle ne s'est simplement pas réveillée. Paisible, comme endormie, ont-ils dit. Paisible, un rire amer. C'est comme ça qu'ils appellent ça maintenant. Tanit gardait les yeux fixés devant elle. Ses mains étaient jointes sur son ventre, là où le tissu était le plus épais, cachant la marque en dessous. Elle avait appris il y a longtemps que montrer sa peur ne faisait qu'inviter la cruauté. Et elle avait épuisé sa capacité à avoir peur il y a des années, en même temps que tout le reste. Les portes au fond de la salle s'ouvrirent avec fracas. Toutes les voix se turent. Tous les souffles se retinrent. Le roi Alpha Theron de Valdris entra dans la salle comme si la mort elle-même avait décidé de porter une couronne. Il était grand, d'une taille presque impossible. Ses épaules étaient assez larges pour bloquer les portes. Ses cheveux, couleur aile de corbeau, tombaient le long de sa mâchoire. Mais c'était son visage qui faisait oublier aux femmes de respirer. Des pommettes saillantes, une bouche taillée pour la cruauté, et des yeux du gris pâle des tempêtes d'hiver. Des yeux de lac gelé, de l'instant avant qu'un cœur ne cesse de battre. Il était beau comme une lame est belle, comme un loup est beau, à l'instant où il vous déchire la gorge. Votre Majesté, la voix du héros se brisa. Les offrandes ont été préparées selon vos spécifications. Theron ne dit rien. Son regard parcourut la ligne de femmes tremblantes, évaluant, rejetant. Une par une, elles tressaillirent sous son attention. Les genoux d'une femme cédèrent complètement. Des gardes se précipitèrent pour la rattraper avant qu'elle ne s'effondre. Pourtant, l'expression du roi ne révélait rien. Aucun intérêt, aucun espoir. Rien que la froide résignation d'un homme qui avait vu 17 femmes mourir dans son lit et qui n'attendait rien de différent de la 18e. Ses pas résonnaient sur la pierre alors qu'il s'approchait de la file. Première femme. Il s'arrêta. Tanith entendit la respiration de la femme devenir haletante de terreur. Un instant plus tard, il continua. Deuxième femme, troisième, quatrième. Puis ses pas s'arrêtèrent juste devant elle. Tanith ne leva pas les yeux. Elle fixait le sol de pierre, le cuir fin de ses bottes, l'ourlet de son manteau noir de cérémonie. Elle sentait son attention comme un poids physique sur ses épaules, sa poitrine et la marque cachée sur son cœur vide. Le silence s'étira jusqu'à en devenir assourdissant. « Regardez-moi » ordonna-t-il. Sa voix était profonde, froide, dénuée de chaleur. Mais il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'épuisement. Tanith leva les yeux. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Son regard gris scrutait son visage avec une intensité qui aurait dû la terrifier.
Mais Tanith n'avait plus rien à perdre. Son cœur était déjà vide. Sa famille l'avait déjà rejeté. La mort serait une miséricorde comparée à l'existence creuse qu'elle menait. Peut-être vit-il cela. Peut-être vit-il l'absence là où la peur aurait dû se trouver. Quelque chose changea dans son expression. Pas de la chaleur, mais de la curiosité. Et en dessous, quelque chose de plus sombre, de la reconnaissance. « Quel est votre nom » demanda-t-il. « Tanith, votre majesté. »« Tanith » répéta-t-il, comme s'il goûtait le mot. « Et vous n'avez pas peur » Ce n'était pas une question. « Non, votre majesté. »« Pourquoi ?»« Parce que je n'ai plus rien à prendre, pensa-t-elle. Parce que je suis déjà morte à l'intérieur. Parce que quelle que soit la malédiction qui réclame vos épouses, elle ne peut toucher quelqu'un qui est déjà vide. » Mais elle ne dit rien de tout cela. Au lieu de ça, elle soutint son regard et prononça une vérité qui la surprit elle-même. « Parce que je ne crois pas que vous vouliez les tuer. » Un hoquet de surprise parcourut la salle. Quelqu'un laissa tomber un objet en métal qui cliqueta contre la pierre. Les yeux de Theron s'écarquillèrent de façon presque imperceptible. Puis, lentement, ce qui aurait pu être le fantôme d'un sourire traversa son visage. « Celle-ci, dit-il. Je prendrai celle-ci. » Le chaos éclata derrière eux, mais Tanith l'entendit à peine. Elle était trop concentrée sur le froid qui émanait du roi, trop consciente de la façon dont sa main tremblait légèrement alors qu'il la tendait vers elle avant de se retenir. Il ne voulait pas la toucher. Non, réalisa-t-elle avec une clarté soudaine. Il avait peur de la toucher. Le roi Alpha le plus mortel depuis 3 siècles avait peur de ce qui se passerait s'il le faisait. Le carrosse avançait dans la nuit en silence. Tanith était assise en face du roi, assez près pour sentir le froid surnaturel qui émanait de lui. Il s'infiltrait à travers les coussins de velours, à travers sa robe blanche, s'installant dans ses os comme une brume hivernale. N'importe quelle autre femme aurait frissonné. Tanith l'accueillit. Le froid était honnête. Le froid ne faisait pas semblant sur ce qui l'attendait. « On vous donnera des appartements, » dit Theron, brisant enfin le silence. Ses yeux restaient fixés sur la fenêtre, sur l'obscurité qui défilait. « Des serviteurs s'occuperont de vos besoins. Vous ne manquerez de rien. Jusqu'à ce que je meure, » dit Tanith doucement. Sa mâchoire se contracta. « Jusqu'à la fin de la nuit. Et si je survis jusqu'au matin ?» La question resta en suspens entre eux. Pour la première fois, il se tourna pour la regarder pleinement. À la faible lueur de la lanterne du carrosse, ses traits semblaient sculptés dans le marbre, beaux et distants. « Personne ne survit jusqu'au matin, » dit-il. « Je pensais que vous aviez compris ce que vous acceptiez. J'ai compris. Alors pourquoi ?» Sa voix se brisa légèrement, le premier signe de quelque chose sous l'extérieur froid. « Pourquoi n'avez-vous pas tremblé comme les autres? Pourquoi m'avez-vous regardé comme si... » Il s'arrêta, se reprenant. « Comme si quoi, votre majesté ?» Il se retourna vers la fenêtre. Plusieurs battements de cœur passèrent avant qu'il ne parle à nouveau. « 17 femmes, murmura-t-il. 17 femmes ont partagé mon lit depuis que cette malédiction s'est emparée de moi. Chacune est morte avant l'aube. » Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Certaines sont parties paisiblement, d'autres se sont battues, d'autres ont supplié. Aucune n'a survécu. Tanith absorba cela en silence. Elle devrait ressentir de l'horreur. Elle devrait ressentir de la peur. Mais tout ce qu'elle ressentait était une étrange parenté, la reconnaissance d'une souffrance qui reflétait la sienne. « Pourquoi continuez-vous d'essayer » demanda-t-elle. La question sembla le prendre au dépourvu. « Quoi? Si vous savez qu'elles vont mourir, pourquoi continuer à prendre des épouses? Pourquoi ne pas simplement rester seul ?» Pendant un long moment, il ne répondit pas. Quand il le fit, sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Parce que la malédiction se renforce plus je lui résiste. Parce que sans une reine pour m'ancrer, je finirai par me perdre complètement. Et parce que... » Il s'arrêta, sa gorge se nouant. « Parce que je suis encore assez stupide pour espérer qu'un jour, quelqu'un sera assez fort pour survivre. » Tanith le regarda. Cet homme qui avait été dépeint comme un monstre par tous les royaumes de la région. Cet homme qui terrifiait même ses propres gardes. Cet homme qui irradiait le froid parce que quelque chose le gelait lentement de l'intérieur. Elle vit sa solitude. Elle l'a reconnue parce qu'elle correspondait à la sienne. « Je ne peux pas promettre que je survivrai, » dit-elle doucement. « Mais je peux promettre que je ne supplierai pas. Je ne crierai pas. Quoi qu'il arrive ce soir, j'y ferai face avec dignité. » Theron se tourna enfin vers elle. Dans ses yeux pâles, elle vit quelque chose qui ressemblait presque à de la gratitude. « Ça, dit-il doucement, c'est plus que ce qu'aucune femme ne m'a jamais offert. »
Le carrosse s'arrêta. À travers la fenêtre, le château de Valdry se dressait contre le ciel éclairé par la lune, sombre, imposant et en attente. Théron sortit le premier, puis se tourna pour lui offrir sa main. Tanit la prit. Sa peau était de glace, plus froide que l'hiver, plus froide que la pierre. Un froid qui aurait dû arrêter son cœur au contact. Mais au lieu de cela, quelque chose d'étrange se produisit. Là où leurs mains se touchaient, une chaleur s'épanouit. Le souffle de Théron se coupa. Sa prise se resserra involontairement, ses yeux s'écarquillant alors qu'ils fixaient leurs mains jointes. « C'est impossible », murmura-t-il. La signature du contrat eut lieu à l'aube. Une ironie amère qui n'échappa pas à Tanith. L'aube, l'heure qu'elle n'était pas censée voir. La salle du conseil du roi était vaste, bordée de tapisseries dépeignant l'histoire sanglante de Valdris. 7 conseillers étaient assis le long de la grande table. Chacun observait Tanit avec des expressions allant de la curiosité à un dégoût à peine dissimulé. Au bout de la table était assis son père, le seigneur Corvin de la maison Val. Il ne la regardait pas. Il ne l'avait pas regardée depuis le trajet en carrosse jusqu'au palais, quand il lui avait expliqué froidement pourquoi elle était offerte. « Tu es déjà une marchandise endommagée », avait-il dit. Au moins, de cette façon, la famille en tirera un avantage. À côté de lui était assise sa sœur, Senna. La belle Senna, avec ses cheveux d'or, sa peau sans marque, et son cœur plein de tout ce qui manquait à Tanit. Elle fixait Tanit maintenant, son expression illisible. « Les termes sont clairs », annonça le conseiller le plus âgé en lisant le contrat. « Dame Tanith de la maison Val accepte de servir d'épouse à Sa Majesté le roi Théron pour une période d'une nuit. Si elle survit jusqu'à l'aube, le mariage sera officialisé et elle sera couronnée reine. Si elle ne survit pas, » le conseiller hésita. « Les dispositions habituelles seront prises. » Les dispositions habituelles? Des mots si propres pour des funérailles. Ces termes vous conviennent-ils, dame Tanit? Demanda le conseiller. Avant qu'elle ne puisse répondre, son père prit la parole. Je dois exprimer une préoccupation, dit le seigneur Corvin, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité. Ma fille n'est pas bien. Elle porte une marque de maladie. Je détesterais que Sa Majesté blâme la maison Val si elle s'avère trop faible pour survivre. Tanit sentit le sang quitter son visage. Il essayait de l'exposer, de révéler la marque creuse qu'elle cachait depuis l'enfance. Quelle marque? La voix de Théron trancha l'air de la chambre comme une lame. Le seigneur Corvin sourit finement. Peut-être que ma fille devrait vous la montrer elle-même, avant que vous ne vous engagiez dans cet arrangement. Tous les yeux se tournèrent vers Tanit. Son cœur, bien que creux, réussit quand même à marteler contre ses côtes. L'historique médical de la dame n'est pas pertinent pour ce contrat, dit froidement Théron. Elle a accepté les termes. C'est suffisant. Mais votre majesté, j'ai dit que c'est suffisant. La voix de Théron tomba dans un registre mortel. Ou remettez-vous en question mon jugement, seigneur Corvin? La température dans la pièce chuta. Du givre commença à se former sur les bords des fenêtres. Plusieurs conseillers se reculèrent sur leurs sièges. Le sourire du seigneur Corvin vacilla. Bien sûr que non, votre majesté. Bien. Théron se tourna vers Tanith et, un instant, son expression s'adoucit. Signez le contrat. Tanith s'approcha de la table sur des jambes qui menaçaient de trembler. Elle prit la plume offerte, la trempa dans l'encre et signa son nom. Théron signa après elle. Sa signature était nette et anguleuse. « C'est fait », annonça le conseiller. « Que les dieux aient pitié. » Personne ne précisa de qui. Le conseil sortit, son père parmi eux. Il ne la regardait toujours pas, mais Senna s'attarda. Ses yeux suivaient Tanit, alors que les gardes se préparaient à l'escorter à ses appartements. « Sœur !» appela Senna. Tanith s'arrêta. Elle n'avait pas entendu ce mot des lèvres de Senna depuis des années. Senna s'approcha lentement. Son expression était partagée entre quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité et quelque chose de plus difficile à nommer. « J'ai besoin de te parler », dit Senna doucement. Seul. Les gardes regardèrent Théron, qui fit un léger signe de tête. 5 minutes. Elles trouvèrent une petite alcôve près du couloir principal. Senna ne cessait de regarder autour d'elle, comme si elle avait peur d'être entendue. « Tu dois savoir quelque chose, » dit enfin Senna, « sur le roi, sur sa malédiction. » Tanith attendit. Les femmes ne meurent pas simplement. La voix de Senna tomba à un murmure à peine audible. Elles meurent parce qu'il les draine. Pas intentionnellement, mais sa malédiction se nourrit de chaleur, de force vitale, Elle hésita.
d'amour. Je ne comprends pas. Plus une femme l'aime, plus vite elle meurt. Senna agrippa le bras de Tanith. Celles qui ont duré le plus longtemps étaient celles qui ne ressentaient rien pour lui. Celles qui sont mortes le plus vite, sa voix se brisa, étaient celles qui commençaient à tomber amoureuses de lui. Tanith absorba cela. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'ai vu la façon dont il t'a regardé. Les yeux de Senna brillaient de ce qui aurait pu être des larmes. Et j'ai vu la façon dont tu l'as regardé. Il y avait de la reconnaissance, une connexion. Si tu te laisses ressentir quoi que ce soit pour lui, tu ne passeras pas la nuit. Je ne ressens rien, dit Tanith d'un ton plat. Plus maintenant. Tout le monde finit par ressentir quelque chose. Senna relâcha son bras. Père t'a envoyé ici pour mourir, mais Elle déglutit difficilement. Je ne veux pas ça. Malgré tout ce qu'il y a eu entre nous, je ne veux pas que tu meures. Tanith étudia le visage de sa sœur, cherchant le piège, la cruauté, n'en trouvant aucune. Alors souhaite-moi bonne chance, dit Tanith doucement. Parce que ce soir, soit je survis à l'insurvivable, soit j'obtiens enfin la paix qui m'a été refusée. Elle se retourna et se dirigea vers les gardes qui attendaient. Derrière elle, la voix de Senna la suivit, douce et lourde de crainte. Il n'y a pas de chance avec lui, ma sœur. Il n'y a que le froid. Et le froid gagne toujours. La cérémonie eut lieu au crépuscule. La lumière mourante projetait de longues ombres à travers les vitraux de la cathédrale. Tanith remonta Lyle seul. Pas de père pour la donner. Pas de famille en témoin, à l'exception de Senna, assise raidement au dernier rang, le visage pâle comme un parchemin. Les bancs étaient remplis de nobles venus non pas pour célébrer, mais pour observer, pour assister à une autre tragédie, pour parier peut-être sur le nombre d'heures qu'elle tiendrait. Tanith entendait leur chuchotement comme le vent dans les feuilles mortes. Elle est banale, même pas assez belle pour des funérailles correctes. La dernière était sublime. Elle a tenu 4 heures. Celle-ci a déjà l'air à moitié morte. C'est peut-être ça la stratégie. Tanith gardait les yeux fixés sur l'autel où Theron attendait. Il portait du noir, comme toujours. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Une tension dans ses épaules. Une crispation autour de ses yeux qui parlait de nuit blanche et de prières désespérées. Il ne voulait pas faire ça, réalisa-t-elle. Il était autant prisonnier de cette cérémonie qu'elle. Le prêtre commença les rites, sa voix tremblant légèrement. Il se dépêcha de prononcer les mots, comme si la vitesse pouvait l'épargner du poids de ce qu'il sanctifiait. « Vous, Theron, roi Alpha de Valdris, prenez-vous cette femme pour épouse, votre reine, votre compagne ?» Oui, sa voix était stable, mais pas ses mains. Tanith les vit trembler à ses côtés. « Et vous, Tanith de la maison Val, prenez-vous cet homme pour époux, votre roi, votre compagnon ?» Tanith regarda Theron, la malédiction faite chair, l'homme qui avait tué 17 femmes simplement en les aimant. Oui, le prêtre déglutit difficilement. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare. Attendez. La voix de Theron trancha la cathédrale comme de la glace qui se fissure. Tout le monde se figea. La bouche du prêtre resta ouverte au milieu d'un mot. Les nobles se penchèrent en avant sur leur siège, avides de drame. Theron plongea la main dans son manteau et en retira quelque chose de petit, métallique, scintillant à la lueur des bougies. Une bague, mais pas une bague ordinaire. Elle était forgée dans un argent si pâle qu'il semblait presque blanc, sertie d'une pierre qui semblait contenir du givre capturé. « C'était celle de ma mère », dit-il doucement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Tanith. « Elle fut la dernière femme à survivre une année entière en tant que reine de mon père avant que la malédiction ne l'emporte. » Un murmure parcourut la foule. Le roi ne parlait jamais de sa mère. Jamais. « Elle m'a fait promettre, » continua Theron, « que je ne donnerais cette bague qu'à quelqu'un qui me regarderait sans peur. Quelqu'un qui verrait l'homme sous le monstre. » Il prit la main de Tanith. Le froid de son contact était toujours choquant, toujours glacial jusqu'à l'os. Mais en dessous, elle sentit à nouveau cette étrange chaleur, s'épanouissant là où leur peau se rencontrait. « Tu es la première, » dit-il doucement, pour ses oreilles seules. « La première à me regarder comme si j'étais encore humain. » Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, et au moment où elle se posa contre sa peau, le givre à l'intérieur de la pierre se mit à tourbillonner, vivant. « Maintenant, » dit Theron au prêtre, « terminé. » Le prêtre balbutia la bénédiction finale. Les nobles éclatèrent en applaudissements confus, et pendant tout ce temps, Tanith resta figé, fixant la bague à son doigt, la bague de sa mère, donnée à aucune autre épouse avant elle.
Soit c'était une dernière gentillesse avant sa mort, soit quelque chose avait changé. Elle n'était pas sûre de savoir quelle possibilité l'effrayait le plus. La réception fut heureusement brève. Des nobles s'approchèrent pour offrir des félicitations creuses, leurs yeux fuyant Tanit comme si elle était déjà un fantôme. Des serviteurs se déplaçaient dans la foule avec du vin que personne ne buvait et de la nourriture que personne ne touchait. Tout le monde attendait que la nuit tombe, attendait que le roi réclame son épouse, attendait qu'un autre corps soit emporté avant l'aube. Quand l'horloge sonna 9 heures, Theron apparut à ses côtés. « Il est l'heure, dit-il. » Tanit posa son verre intact. « Je sais. » Il lui offrit son bras. Elle le prit, sentant le froid s'infiltrer à travers sa manche, dans ses veines, vers la marque creuse sous sa poitrine. Ils marchèrent en silence à travers des couloirs éclairés par des torches, montant des escaliers en colimaçon vers les appartements du roi. À chaque pas, la température baissait. À chaque pas, Tanit sentait le poids de 17 fantômes peser sur son dos. À la porte de ses appartements, Theron s'arrêta. « Vous pouvez encore refuser, » dit-il doucement. « Je peux vous faire escorter dans une autre aile. Vous vivriez, au moins jusqu'au matin. Nous pourrions. » « Non. » Tanit croisa son regard. « J'ai fait un vœu. J'ai l'intention de le tenir. » Quelque chose vacilla sur son visage. De la douleur, peut-être. Ou de l'espoir. Ou les deux. Il poussa la porte. La chambre au-delà était vaste et froide, dominée par un lit massif drapé de drap blanc. Du givre rampait le long des cadres de fenêtres, malgré le feu qui rugissait dans l'âtre. L'air même semblait se cristalliser alors qu'ils entraient. « Tanit, » dit Theron. Et sa voix se brisa sur son nom. « Je suis désolé. Pour tout ce qui va suivre, je suis désolé. » Elle se tourna pour lui faire face. « Ne vous excusez pas, » dit-elle. « Pas encore. La nuit n'est pas terminée. » Elle leva la main et, pour la première fois, toucha son visage. Le froid était saisissant. Ses doigts auraient dû geler au contact. Mais au lieu de cela, cette chaleur impossible s'épanouit à nouveau, se propageant de sa paume à sa peau. Le souffle de Theron se coupa. Ses yeux s'écarquillèrent et, pendant un instant impossible, Tanit aurait juré voir de la couleur revenir sur ses joues pâles. Le feu s'était réduit à des braises quand Tanit ouvrit les yeux. Une lumière grise s'infiltrait à travers les fenêtres givrées. La lumière du matin. L'aube. Elle était vivante. Pendant un long moment, elle resta simplement allongée, essayant d'assimiler ce fait impossible. Les draps sous elle étaient froids, raides de givre sur les bords. Son souffle formait un nuage de buée dans l'air, mais son cœur battait toujours, lent et régulier dans sa poitrine creuse. Elle avait survécu. À côté d'elle, Theron gisait immobile. Ses cheveux sombres s'étalaient sur l'oreiller comme de l'encre renversée. Ses traits, si durs et si sévères lorsqu'il était éveillé, s'étaient adoucis dans le sommeil. Il paraissait plus jeune, vulnérable, presque paisible. Son bras était enroulé autour de sa taille. Même dans son sommeil, il la tenait comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. Tanith étudia son visage, se souvenant de la nuit précédente, se souvenant de tout. Elle l'avait abordé avec terreur, malgré ses paroles courageuses. Quand Theron l'avait embrassée pour la première fois, ses lèvres froides comme la pierre d'hiver, elle avait immédiatement senti la malédiction. Une sensation de traction au fond de sa poitrine, comme si quelque chose essayait d'aspirer la vie de son corps. Mais alors, quelque chose d'étrange s'était produit. La traction s'était arrêtée. Non pas parce que la malédiction avait cédé, mais parce qu'elle n'avait rien trouvé à prendre. Elle avait cherché sa chaleur et n'avait trouvé que la marque creuse. Le vide où son cœur aurait dû être. La malédiction n'avait rien pour se nourrir. Tanit se souvint de la confusion de Theron, quand elle ne s'était pas affaiblie, n'avait pas haleté, n'avait pas commencé la lente descente vers une mort glaciale. Elle se souvint de ses mains tremblantes alors qu'il la touchait, attendant les signes qui avaient emporté toutes les femmes avant elle. Ils ne vinrent jamais. Au lieu de cela, le contraire s'était produit. Là où elle le touchait, la chaleur se propageait. Là où elle l'embrassait, la glace reculait. C'était comme si son vide n'était pas du tout un vide, mais un récipient attendant d'être rempli. Et quelque chose en Theron avait commencé à le remplir. La consommation elle-même avait été différente de tout ce que Tanith attendait. Theron bougeait avec une douceur désespérée, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. Ses mains froides cartographiaient son corps avec un soin révérencieux, apprenant chaque courbe, chaque réponse.
Quand il trouva la marque creuse sur son cœur, il s'était figé. « Qu'est-ce que c'est » avait-il murmuré dans l'obscurité. « Une malédiction » avait répondu Tanit. « Depuis l'enfance, elle m'a vidé, m'a fait ne rien ressentir, ne rien vouloir, ne rien aimer. Elle s'était attendue au dégoût, au rejet. Au lieu de cela, Théron avait pressé ses lèvres sur la marque, et Tanit avait haleté à la sensation, le froid et la chaleur se mélangeant d'une manière qui aurait dû être impossible. « Alors nous sommes assortis », avait-il murmuré contre sa peau. « Je suis maudit de détruire toute chaleur que je touche. Tu es maudite de n'en ressentir aucune. » Son souffle effleura la marque. Peut-être qu'ensemble, nous nous annulons l'un l'autre. Ce qui suivit ne fut pas la prise violente qu'elle avait crainte. C'était lent, prudent. Deux personnes brisées s'apprenant dans l'obscurité. Son froid s'infiltrait en elle, mais il ne tuait pas. Son vide l'absorbait, mais il ne le drainait pas. Ils étaient allongés au centre d'un lit gelé, enlacés, et pour la première fois depuis des années, Tanit ressentit quelque chose. Pas l'amour, pas encore, mais sa possibilité. Une porte s'entr'ouvrant dans un cœur qu'elle pensait scellé pour toujours. Maintenant, en regardant Théron dormir, elle se demandait ce que cela signifiait. Si la malédiction ne pouvait pas la tuer, que se passerait-il ensuite? La garderait-il? La rejetterait-il? Était-elle maintenant vraiment sa reine, ou simplement une anomalie à étudier? Théron s'agita. Ses yeux s'ouvrirent lentement, le gris pâle captant la lumière de l'aube. Puis il la vit vivante, respirant, le regardant. Il se redressa si vite que le cadre du lit gémit. « Tanit !» Sa voix se brisa. Ses mains trouvèrent son visage, le tenant en coupe comme si elle pouvait se briser. « Tu es vivante. Tu es... » Il ne put finir. Son corps tout entier tremblait. « J'ai survécu, » dit-elle doucement. « Comment ?» Le mot lui fut arraché. « Personne ne survit. Personne jamais. Je ne sais pas. » Elle couvrit ses mains des siennes. « Mais je suis là. Je suis toujours là. » Quelque chose se brisa dans l'expression de Théron. Le masque qu'il portait, le visage du roi froid qui tenait le monde à distance, s'effrita. Et en dessous, elle vit un homme qui avait été seul si longtemps qu'il avait oublié ce que l'espoir signifiait. Il la serra contre sa poitrine, ses bras s'enroulant autour d'elle comme des bandes de fer. Elle sentit son souffle saccader contre ses cheveux, sentit son cœur battre sous son oreille. Trop vite, trop désespérément. « J'étais si certain, » murmura-t-il. « Quand je me suis réveillé, je ne voulais pas regarder. J'étais si certain que tu serais froide à côté de moi, comme toutes les autres. »« Je suis chaude, » dit Tanit. « Ou du moins, aussi chaude que je le suis jamais. » Un son lui échappa. C'était peut-être un rire. C'était peut-être un sanglot. « Comment es-tu chaude? Comment est-ce possible ?» Tanit se recula pour le regarder. Ses yeux étaient humides. Le roi Alpha, le monstre de Valdris, l'homme qui avait gelé 17 épouses dans son lit, avait des larmes sur les joues. « Peut-être parce que je n'avais rien à donner à la malédiction, » dit-elle lentement. « Peut-être parce que nous sommes tous les deux déjà brisés. Ou peut-être, » elle hésita. « Peut-être quoi? Peut-être que la malédiction ne tue que les femmes qui tombent amoureuses de toi. » Elle toucha son visage, sentant le froid sous ses doigts. « Et je ne sais pas comment aimer, donc je suis en sécurité. » Les mots restèrent en suspens entre eux. L'expression de Théron vacilla, une danse compliquée de soulagement et de quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. « Alors reste en sécurité, » dit-il doucement. « Promets-le-moi. Quoi que tu fasses, ne tombe pas amoureuse de moi. » Tanit soutint son regard. Elle pensa à son cœur creux, à son âme vide, à la marque qui l'avait rendue moins qu'humaine pendant tant d'années. « Je le promets, » dit-elle. Aucun d'eux ne remarqua que le givre sur les fenêtres avait commencé à fondre. La nouvelle se répandit dans Valdris comme une traînée de poudre. La 18e épouse du roi avait survécu à la nuit. Les serviteurs chuchotaient dans les couloirs. Les nobles demandaient des audiences. Le royaume lui-même semblait retenir son souffle, attendant de voir si c'était un miracle ou simplement une tragédie retardée. Tanit se retrouva l'objet d'un examen intense. Chaque repas était suivi par des guérisseurs, vérifiant ses signes vitaux. Chaque sommeil était surveillé par des gardes postés devant sa porte, à l'écoute de signes de détresse. Chaque matin où elle se réveillait, le château exhalait un soupir de soulagement collectif. Une semaine passa, puis 2, puis 1 mois, et Tanit restait en vie. Elle s'était attendue à ce que Théron garde ses distances après cette première nuit. Le contrat était rempli. Elle s'était montrée immunisée contre sa malédiction. Mais cela ne signifiait pas qu'il voulait une femme, une compagne,
une reine. Au lieu de cela, il venait dans ses appartements chaque soir. La première fois, il s'était tenu maladroitement dans l'embrasure de sa porte, les mains jointes dans le dos. « Je voulais m'enquérir de votre santé », avait-il dit avec raideur. Tanit l'avait invité à entrer. Ils avaient parlé pendant des heures de choses sans importance au début, puis de tout. Son enfance dans un château froid avec des parents qui craignaient de le toucher. Son enfance dans une maison qui voyait son vide comme une honte. La solitude qu'ils portaient tous les deux comme une seconde peau. Le deuxième soir, il lui apporta un livre de sa bibliothèque privée. « Vous avez mentionné que vous aimiez les histoires, » dit-il, sans la regarder dans les yeux. Le troisième soir, il resta pour le dîner. La deuxième semaine, leur soirée ensemble était devenue un rituel. Ils dînaient, discutaient des affaires du royaume, lisaient près du feu. Parfois, ils parlaient. Parfois, ils existaient simplement dans le même espace. Deux personnes solitaires qui avaient oublié ce qu'était la compagnie. Et chaque nuit, sans faute, Théron finissait par la chercher. L'aspect physique de leur relation avait évolué. Ce qui avait commencé comme une expérimentation prudente était devenu une véritable intimité. Tanit apprit que son contact le réchauffait réellement, que le givre reculait là où sa peau rencontrait la sienne. Théron apprit que son froid ne la drainait pas, mais la remplissait à la place. Donnant des sensations à une femme qui n'avait rien ressenti depuis des années. Ils étaient un paradoxe, un remède pour la malédiction de l'autre. « Je ressens des choses quand je suis avec toi », admit Tanit une nuit, allongée dans ses bras. De la chaleur, du désir, du contentement. Elle fit une pause. « Je n'ai rien ressenti depuis si longtemps. J'avais oublié ce que c'était. » La main de Théron s'immobilisa sur son dos. « Est-ce une bonne chose? Je pense que oui. » Elle pencha la tête pour le regarder. Bien que l'avertissement de ma sœur résonne sans cesse dans mon esprit. Senna t'a mise en garde contre moi? Elle a dit que la malédiction se nourrit d'amour, que les femmes qui t'aimaient mouraient plus vite. Théron resta silencieux un long moment. Elle n'a pas tort. Les femmes qui ne ressentaient rien duraient le plus longtemps. Une nuit entière parfois. Celle qui me regardait avec tendresse. Sa voix se brisa. Elle partait en quelques heures. Alors je devrais rester froide, dit Tanith. Rester vide. Te garder à distance. Oui. Son bras se resserra autour d'elle. Ce serait la chose la plus sage à faire. Aucun d'eux ne s'écarta. 3 mois après leur mariage, Tanit réalisa qu'elle était enceinte. La guérisseuse le confirma avec des mains tremblantes. « Votre Majesté, » dit-elle en s'inclinant bas, « vous portez un enfant. L'héritier du roi grandit en vous. » Tanit posa sa main sur son ventre. Un héritier. Un enfant conçu dans la glace et la chaleur. Né de 2 malédictions qui auraient dû se détruire l'une l'autre. Elle le dit à Théron ce soir-là après le dîner, quand le feu était bas et que le givre rampait le long des fenêtres, comme il le faisait toujours quand il était près d'elle. « Je porte ton enfant, » dit-elle simplement. Théron devint complètement immobile. Le verre dans sa main se givra et se fissura. « Quoi ?» Le mot était à peine un murmure. La guérisseuse l'a confirmé aujourd'hui. Tanit observa attentivement son visage, cherchant sa réaction. « Je comprends si cela complique les choses, si tu ne t'attendais jamais. » Il traversa la pièce en 3 enjambées et tomba à genoux devant elle. Ses mains froides trouvèrent son ventre, pressant doucement contre le tissu. Sa tête s'inclina jusqu'à ce que son front repose contre son ventre. « Un enfant » souffla-t-il. « Notre enfant » La gorge de Tanit se serra à l'émerveillement dans sa voix. « Tu es content ?» Il leva les yeux vers elle, et ses yeux brillaient de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la joie. Une joie pure et sans défense. « Content ?» Il rit, le son rouillé par le manque d'usage. « Tanith, je n'ai jamais cru que j'aurais un héritier. Je n'ai jamais cru qu'une femme survivrait assez longtemps pour concevoir. J'avais accepté que ma lignée s'éteigne avec moi, que la malédiction meure quand je mourrais. » Ses mains tremblaient contre elle. « Tu m'as donné quelque chose que je n'ai jamais osé espérer. » Quelque chose de chaud s'épanouit dans la poitrine de Tanith. Pas le vide creux auquel elle s'était habituée. Quelque chose de plus plein. Quelque chose de dangereux. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Malgré tous les avertissements, toutes les promesses, toutes les raisons logiques de garder son cœur froid. « Théron, » murmura-t-elle, « je dois te dire quelque chose. » Il se leva, prenant son visage dans ses mains gelées. « N'importe quoi. Je commence à ressentir des choses, de vraies choses. Pas seulement des sensations, mais... » Elle peinait à trouver des mots pour des émotions qu'elle reconnaissait à peine. De la chaleur, de l'affection, du besoin. « Quand tu n'es pas avec moi, je souffre. Quand tu me touches, je me sens entière. » Sa voix baissa.
Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. La joie disparut du visage de Théron. Ses mains tombèrent de ses joues. Non. Le mot sortit étranglé. Non, Tanith, tu ne peux pas. Je sais que c'est dangereux. Je sais ce que Senna a dit, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu ne comprends pas. Il recula, son expression tordue par l'angoisse. La malédiction ne tue pas seulement les femmes qui m'aiment. Elle se nourrit de cet amour, devient plus forte avec lui. Son souffle sortait en halètements saccadés. Et quand elle s'est assez nourrie, elle ne les tue pas seulement. Elle me tue aussi. Tanith se figea. Quoi? Pourquoi crois-tu que je n'ai jamais laissé personne s'approcher? Pourquoi j'étais si terrifié à l'idée de m'attacher à l'une de mes épouses? La voix de Théron se brisa. Parce que la malédiction est conçue pour s'assurer que je ne trouve jamais le bonheur. Au moment où j'aimerai vraiment quelqu'un, au moment où cet amour sera mutuel, elle nous détruira tous les deux. Mais tu as été différent avec moi, dit Tanith désespérément. La chaleur, la connexion. Tu as dit toi-même que nous nous annulions l'un l'autre. C'était le cas. Tant qu'aucun de nous ne ressentait rien. Le visage de Théron était cendré. Mais si tu m'aimes, si je t'aime en retour. Il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Tanith regarda avec horreur le givre commencer à se propager depuis sa poitrine, visible même à travers sa chemise. Sa peau devint pâle, puis encore plus pâle. Ses yeux s'écarquillèrent de douleur soudaine. « Non, murmura-t-elle. Non, pas encore. Je viens de te le dire, ça ne peut pas arriver si vite. » Théron se serra la poitrine, ses jambes fléchissant. La malédiction attendait, haleta-t-il, se renforçant chaque nuit que nous passions ensemble, chaque contact, chaque moment de bonheur. Tout cela nourrissait la malédiction, se préparant pour ce moment. « Alors je le retire, » dit Tanith, tombant à genoux à côté de lui. « Je ne t'aime pas, je ne ressens rien, je suis toujours vide, je suis toujours... Tu ne peux pas retirer la vérité. » La main de Théron trouva la sienne, sa prise faiblissant. « Et je ne peux pas retirer ce que je ressens depuis des mois. »« Je t'aime, Tanith. Je t'aime depuis le moment où tu m'as regardé sans peur. » Le givre se propagea plus vite. Son souffle formait une buée blanche dans l'air soudainement glacial. « Non, non !» cria Tanith. « À l'aide! Quelqu'un! À l'aide! Le roi est en train de mourir !» Des gardes firent irruption par la porte, mais ils s'arrêtèrent net à la vue qui s'offrait à eux. Le roi, couvert de givre, s'effondrait dans les bras de sa nouvelle reine. La malédiction réclamait enfin son dû. « Il n'y a pas de remède, » murmura Théron, ses yeux s'assombrissant déjà. « Je suis désolé, mon amour. Je suis tellement désolé. » Le givre atteignit son visage. Ses yeux se fermèrent en papillonnant, et Tanith hurla. Le médecin de la cour secoua lentement la tête, le visage grave. « Je suis désolé, votre majesté. La science médicale ne peut rien faire. L'état du roi est de nature magique. Il a besoin d'un praticien des arts anciens. » Tanith se tenait au-dessus de la forme gelée de Théron. Sa main était pressée contre sa poitrine, où une fine couche de givre couvrait maintenant son cœur. 3 jours s'étaient écoulés depuis son effondrement. 3 jours à regarder la glace se propager, à regarder sa respiration devenir plus faible, à regarder l'homme qu'elle aimait s'éteindre. « Alors trouvez-moi un praticien, » ordonna-t-elle. « Trouvez-moi n'importe qui puisse aider. La magie est interdite à Valdris, votre majesté, depuis des générations. Toute sorcière assez puissante pour défier cette malédiction aurait fui le royaume il y a longtemps. » La mâchoire de Tanith se serra. « Alors j'en trouverai une moi-même. » Elle partit à cheval le même après-midi, contre les protestations du conseil, contre les avertissements des gardes. La seule personne qui n'essaya pas de l'arrêter fut Senna. Elle apparut aux écuries alors que Tanith montait sur son cheval. « Il y a une femme, » dit Senna doucement, « dans les bois du Nord, au-delà de la frontière. On l'appelle la sorcière creuse. Elle s'occupe des malédictions et de leur annulation. » Tanith fixa sa sœur. « Comment sais-tu cela? » « Parce que Père l'a consulté une fois, il y a des années. » L'expression de Senna était illisible. « À ton sujet. » Avant que Tanith ne puisse en demander plus, Senna lui glissa une carte pliée dans les mains. « Va, sauve ton roi. Et quand tu reviendras ?» Senna hésita. « Il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que Père nous a cachées à toutes les deux. » Tanith trouva la chaumière de la sorcière 3 jours plus tard, au cœur d'une forêt où les arbres poussaient si denses qu'il bloquait le soleil. La femme qui répondit à sa porte était ancienne. Son visage était un paysage de rides, ses yeux laiteux par l'âge. Mais sa voix était aussi tranchante qu'une lame. « La reine de Valdris, je me demandais quand vous viendriez. Vous savez qui je suis ?»
Je sais ce que vous portez. Les yeux aveugles de la sorcière se fixèrent sur la poitrine de Tanith, sur la marque creuse cachée sous ses vêtements. C'est moi qui l'ai mise là, après tout. Le sang de Tanith se glaça. Quoi? Entrez, mon enfant. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. La chaumière était encombrée d'herbes, d'os et d'artefacts que Tanith ne pouvait identifier. La sorcière s'installa dans un fauteuil près du feu et fit signe à Tanith de s'asseoir. « Ton père est venu me voir quand tu avais 7 ans, commença la sorcière. Tu avais commencé à montrer des signes de magie. Une magie puissante, le feu, la chaleur et la vie elle-même se pliant à ta. C'est impossible. Je n'ai jamais eu de magie. La marque creuse a tout drainé de toi, parce que c'est ce pourquoi je l'ai conçu. » La sorcière sourit sombrement. Ton père craignait ce que tu devenais. Il craignait le pouvoir qui grandissait en toi. Alors il m'a payé pour créer un sceau, une marque qui contiendrait ta magie, l'enfermerait là où elle ne pourrait jamais émerger. Mais pourquoi? La voix de Tanith se brisa. Pourquoi aurait-il fait ça? Parce que ta magie venait de ta mère. Et ta mère? La sorcière fit une pause. Ta mère n'était pas de la maison Val. Elle venait d'une ancienne lignée de sorcières de feu. Des guérisseuses qui pouvaient soigner n'importe quelle malédiction, réparer n'importe quelle blessure, et apporter de la chaleur au cœur le plus froid. Ses yeux aveugles brillèrent. Ton père l'a épousée pour un avantage politique, puis a découvert ce qu'elle était vraiment. Il l'a fait tuer pour ça. Et quand tu as commencé à montrer les mêmes dons, il te les a fait sceller. Tanith se sentit mal. Plutôt que de laisser quiconque savoir que sa fille portait du sang de sorcière. La marque creuse ne contient pas seulement ton pouvoir, continua la sorcière. Elle crée un vide, une absence là où ta magie devrait être. C'est pourquoi la malédiction du roi n'a pas pu te tuer. Il n'y avait rien pour la nourrir. Mais il y a un autre aspect. Elle se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure. Si le sceau est brisé, si ton vrai pouvoir émerge, tu pourrais faire plus que survivre à sa malédiction. Tu pourrais la guérir. Le feu contre la glace, la chaleur contre le froid, la vie contre la mort. L'espoir jaillit dans la poitrine de Tanith. Alors brisez le sceau, maintenant. Dites-moi comment. Seul celui qui a commandé le sceau peut le briser. La sorcière secoua la tête. Ton père détient la clé. Un petit jeton imprégné de ma magie. Sans lui, le sceau ne peut être défait. Tanith se leva, ses mains tremblant de rage et d'espoir désespéré. Alors j'obtiendrai la clé. Sois prévenu, mon enfant. La voix de la sorcière la suivit jusqu'à la porte. Ton père ne la donnera pas volontiers. Il a passé toute ta vie à s'assurer que ton pouvoir reste enfoui. Il préférerait te voir morte que déchaînée. Tanith s'arrêta sur le seuil. Alors il apprendra ce qui se passe quand on se met entre moi et l'homme que j'aime. Elle retourna à Valdris avec le meurtre dans le cœur. Quand elle atteignit le château, Théron était pire. Le givre s'était étendu à son visage, ses lèvres bleues, sa peau translucide. Les médecins avaient abandonné. Les serviteurs parlaient à voix basse des préparatifs funéraires. Tanith s'agenouilla à côté de sa forme gelée, pressant ses lèvres sur son front glacé. « Tiens bon, murmura-t-elle, juste un peu plus longtemps. Je sais comment te sauver. » Ses yeux s'entr'ouvrirent, à peine. Gris estompant, mais toujours là. Tanith. Son nom sortit comme un souffle de givre. « Tu es revenu. » « Bien sûr que je suis revenu. » Des larmes gelèrent sur ses joues en tombant. « Je t'aime. Je ne te laisserai pas mourir. La malédiction peut être brisée. J'ai de la magie du feu, Théron. Dès la vraie magie scellée en moi depuis l'enfance. Si je peux la libérer, je peux te guérir. » Sa main gelée tressaillit vers elle. « De la magie du feu? Ma mère était une sorcière. Mon père l'a fait tuer pour ça. Puis il a scellé mes pouvoirs. » Tanith serra sa main. « Il m'a menti toute ma vie. Et maintenant, je vais le lui faire payer. »« Dangereux, » réussit à dire Théron. « Ton père est un meurtrier et un lâche. » La voix de Tanith se durcit. « Et il va me donner ce dont j'ai besoin, ou je le lui prendrai. » Elle déposa un dernier baiser sur ses lèvres gelées. « Reste en vie, c'est un ordre de ta reine. » Ce qui aurait pu être un sourire vacilla sur son visage, puis ses yeux se fermèrent et le givre rampa plus loin. Le domaine des Vales se dressait contre le ciel du soir. Ses fenêtres brillaient d'une lumière chaude qui paraissait obscène, compte tenu de l'obscurité glaciale dans le cœur de Tanith. Elle ne frappa pas. Les portes s'ouvrirent en grand à son commandement. Les gardes s'écartèrent, alors que la reine de Valdris entrait d'un pas décidé dans la grande salle où son père dînait. Le seigneur Corvin leva les yeux, sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. À côté de lui, Senna se leva de sa chaise, le visage pâle mais déterminé. «
Tanith. La voix de son père dégoulinait de mépris. J'ai entendu dire que le roi était mourant. Tu viens mendier de l'aide? Je suis venu pour la clé. Tanith s'arrêta devant sa table, sa voix stable malgré la fureur qui brûlait dans sa poitrine. Le jeton que la sorcière creuse vous a donné, celui qui contrôle mon sceau. Les yeux du seigneur Corvin s'écarquillèrent brièvement avant que son expression ne se lisse en un calme étudié. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne me mentez pas. Tanith frappa ses mains sur la table. Je sais tout sur Mère, sur le sceau, sur la magie que vous m'avez volée pour cacher votre honte. Senna haleta. Père, de quoi parle-t-elle? De rien. Le seigneur Corvin se leva, sa chaise raclant la pierre. Ta sœur a toujours été sujette au délire. C'est pourquoi je l'ai fait marquer comme Creuse en premier lieu. Marquer comme Creuse? La voix de Senna s'éleva. Tu m'as dit qu'elle était née comme ça. Tu as dit que c'était une malformation de naissance. Un mensonge commode. Tanith se tourna vers sa sœur. Il a payé une sorcière pour sceller ma magie, parce que je l'ai hérité de notre mère. Notre mère, qui était une sorcière de feu d'une ancienne lignée de guérisseuses. Notre mère qui l'a fait assassiner. Le silence s'abattit sur la pièce. Le visage de Senna devint blanc. Assassinée? Mais tu as dit que mère était morte de fièvre. Tu as dit, j'ai dit ce qui devait être dit. Le masque du seigneur Corvin glissait maintenant, sa voix s'élevant avec agitation. Votre mère était une sorcière, une créature maudite et immonde qui m'a trompé pour m'épouser. Quand j'ai découvert ce qu'elle était, j'ai fait ce que tout homme raisonnable aurait fait. Tu l'as tuée. La voix de Senna tremblait. Tu as tué notre mère parce qu'elle avait de la magie. J'ai protégé cette famille du scandale. Le seigneur Corvin pointa un doigt vers Tanith. Et quand celle-ci a commencé à montrer la même souillure, je me suis assuré qu'elle n'émergerait jamais. J'ai tout fait correctement. Vous avez détruit ma vie. La voix de Tanith était calme maintenant, plus dangereuse que n'importe quel cri. Vous m'avez fait croire que j'étais brisé, vide, sans valeur. Vous m'avez envoyé au roi Alpha, en espérant que je mourrais. Juste un autre problème éliminé. Et tu aurais dû mourir. Le sang-froid de son père se brisa enfin. N'importe quelle femme normale l'aurait fait. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as survécu. Et maintenant tu reviens ici en faisant des demandes, menaçant de tout exposer. Père, Senna s'interposa entre eux, le visage tordu par l'horreur et le chagrin. Comment l'as-tu pu? Mère t'aimait. Elle nous aimait. C'était une sorcière. C'était notre mère. Et Tanith est sa progéniture. Le seigneur Corvin pointa Tanith d'une main tremblante. Regardez-la, debout là, exigeant que je lui rende sa magie pour qu'elle puisse sauver ce roi maudit. Elle est exactement comme sa mère. Manipulatrice, dangereuse. Elle doit être... Le poing de Senna heurta sa mâchoire. Le seigneur Corvin chancela en arrière, s'écrasant sur la table. Assiettes et verres se brisèrent sur le sol. Des gardes se précipitèrent, mais Senna leva la main. Restez en arrière. Sa voix portait l'autorité d'une femme qui avait enfin vu la vérité. Cet homme est un meurtrier et un traître à son propre sang. Elle se tourna vers Tanith, des larmes coulant sur son visage. La clé, dit Senna. Il la garde dans son bureau. Un petit jeton d'argent dans une boîte verrouillée. Je peux te montrer. Senna. Le seigneur Corvin se releva péniblement, du sang coulant de sa lèvre fendue. Toi, ingrate. Silence. Tanith ne le regarda pas. Garde, tenez-le. Il répondra à la couronne pour ses crimes. Les gardes n'hésitèrent qu'un instant avant de saisir le seigneur Corvin. Ses protestations résonnèrent dans la salle alors que Tanith suivait Senna jusqu'au bureau. La boîte était là où Senna l'avait dit. À l'intérieur, reposant sur du velours, se trouvait un petit pendentif en argent en forme de flamme. Tanith le souleva et une chaleur inonda sa paume. Comment l'utiliser? Demanda-t-elle. Je ne sais pas. La voix de Senna était épaisse de larmes. Mais s'il a scellé ta magie, peut-être qu'en le brisant, Tanith n'attendit pas qu'elle finisse. Elle referma ses poings sur le pendentif et serra. L'argent se fissura, puis vola en éclats, et le feu explosa dans ses veines. Tanith hurla alors qu'un pouvoir comme elle n'en avait jamais connu parcourait son corps. Des flammes dansaient le long de sa peau, ne brûlant pas, mais réchauffant. La marque creuse sur sa poitrine pulsa, se fissura, puis se dissolut entièrement. Pour la première fois de sa vie, Tanith se sentit entière. « Ma sœur ». Senna la regardait avec admiration. « Tes yeux, ils brillent. » Tanith regarda ses mains. Le feu vacillait entre ses doigts, contrôlé, contenu, attendant son commandement. Le roi,
souffla-t-elle. Je dois atteindre le roi. Elle courut. Le trajet de retour au château fut un flou. Tanith poussa son cheval à ses limites, le feu brûlant en elle, désespérée d'atteindre Théron avant qu'il ne soit trop tard. Elle fit irruption dans ses appartements pour trouver les médecins en retrait, leurs visages graves. L'un d'eux tirait un drap sur le corps de Théron. Non. Tanith les bouscula. Il n'est pas mort, il ne peut pas l'être. Elle arracha le drap. Théron gisait en dessous, sa peau entièrement couverte de givre, sa poitrine immobile, ses lèvres bleues. Il ressemblait à une statue sculptée dans la glace. Mais Tanith pouvait sentir quelque chose. Une minuscule lueur de chaleur enfouie profondément sous la coquille gelée. Il était toujours là. À peine. Mais toujours là. Tout le monde dehors, ordonna-t-elle. Les médecins s'enfuirent. Tanith monta sur le lit, à califourchon sur le corps gelé de Théron. Elle pressa ses mains contre sa poitrine, directement sur son cœur. « Je t'aime, murmura-t-elle, et je ne te laisserai pas partir. » Elle ferma les yeux et laissa le feu jaillir d'elle. La chaleur émana de ses paumes, s'enfonçant dans la glace, la faisant fondre couche par couche. Le givre recula. Le bleu s'estompa de sa peau. La couleur revint, faible au début, puis plus forte. Tanith déversa tout ce qu'elle avait en lui. Chaque once de magie, chaque fragment de chaleur, chaque morceau de l'amour qu'elle avait eu peur de ressentir. La malédiction se défendit. Elle la sentit, une chose sombre et ancienne s'accrochant au cœur de Théron, avec des griffes gelées. Elle s'était nourrie de siècles de solitude, de générations d'épouses gelées. Elle ne voulait pas lâcher prise. Mais le feu de Tanith était encore plus ancien. La magie de la lignée de sa mère, transmise à travers des générations de guérisseuses. Une magie destinée à guérir, à réchauffer et à aimer. Elle brûla plus fort. La malédiction hurla, un son qu'elle seule pouvait entendre, puis elle se brisa. La glace avait disparu. Le froid avait disparu. La poitrine de Théron se souleva dans une inspiration haletante. Ses yeux s'ouvrirent en grand, gris, clairs et chauds. Tanith. Sa voix était rauque, brisée. « Qu'as-tu » Elle l'embrassa avant qu'il ne puisse finir. Ses lèvres étaient chaudes. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, ses lèvres étaient chaudes. « La malédiction est brisée » murmura-t-elle contre sa bouche. « Tu es libre. » Théron la serra contre lui, ses bras forts et vivants autour d'elle. Elle sentit son rythme cardiaque, régulier et sûr, plus ralenti par la glace. « Comment » réussit-il à dire. « J'ai trouvé mon feu. » Elle se recula pour le regarder, des larmes coulant sur ses joues. « Mon père a scellé ma magie quand j'étais enfant, mais elle a toujours été là, attendant de te sauver. » Théron toucha son visage avec des doigts chauds, l'émerveillement dans les yeux. « Tu m'as sauvé, » dit-il. « Tu m'as vraiment sauvé. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. » Tanith pressa son front contre le sien. « Tu m'as donné une raison de ressentir à nouveau, et je t'ai donné une raison de vivre. » Pendant un long moment, ils se tinrent simplement l'un contre l'autre, respirant à l'unisson, leurs cœurs battant ensemble. Puis la main de Théron se déplaça vers son ventre, où leur enfant grandissait. « Et notre bébé » demanda-t-il, la peur vacillant dans ses yeux. Tanith couvrit sa main de la sienne. « La malédiction est complètement brisée. Pour toi, pour moi, pour notre enfant, pour toutes les générations à venir. » Théron ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « Je t'aime, » dit-il. « Je t'aime tellement que ça me terrifie. »« Alors sois terrifié, » sourit Tanith, « parce que je t'aime aussi, et je ne te laisserai jamais partir. » 18 mois plus tard, la reine de Valdris se tenait dans le jardin ensoleillé, regardant sa fille faire ses premiers pas chancelants. La petite Mira avait les cheveux sombres de son père et les yeux ambrés de sa mère. Elle avait aussi hérité du feu de sa mère, ce qu'elle démontrait en mettant accidentellement le feu à sa couverture quand elle était contrariée. Les nourrices avaient appris à garder des seaux d'eau à proximité. Elle devient plus rapide. Théron apparut à côté de Tanith, glissant son bras autour de sa taille. Sa peau était chaude, avait été chaude chaque jour depuis que la malédiction s'était brisée. Il s'en émerveillait encore parfois, pressant ses mains sur ses propres joues, comme pour confirmer que la chaleur était réelle. « Elle va être une terreur », dit Tanith avec affection, « tout comme sa mère. Je n'en voudrais pas autrement. » De l'autre côté du jardin, Senna était assise sur un banc, en train de lire. Elle s'était installée au château, de façon permanente, après le procès de leur père. Le seigneur Corvin croupissait maintenant dans une cellule, dépouillé de ses titres et de ses terres, condamné à passer le reste de ses jours à payer pour ses crimes. Senna leva les yeux et croisa le regard de Tanith, lui offrant un petit sourire.
Leur relation était encore en cours de guérison, encore fragile, mais elles essayaient. « Votre Majesté !» Un serviteur s'approcha avec une révérence. « Le conseil est assemblé pour la signature. » Théron hocha la tête. « Nous arrivons. » Aujourd'hui marquait l'approbation finale de nouvelles lois légalisant la magie dans tout Valdris. Les sorcières qui s'étaient cachées pendant des générations seraient enfin libres de pratiquer ouvertement. Guérisseurs, voyants, élémentalistes, tous seraient accueillis plutôt que chassés. « Tout change tout, dit Tanit, alors qu'il se dirigeait vers le château. Tes ancêtres seraient horrifiés. Mes ancêtres ont créé une malédiction qui a tué des femmes innocentes pendant des siècles. » Théron haussa les épaules. « Je pense qu'ils méritent d'être horrifiés. » Mira trottina derrière eux, rattrapée par une nourrice rieuse avant qu'elle ne puisse trébucher dans un rosier. Aux portes du château, Théron s'arrêta, se tournant pour regarder sa femme, sa fille, le royaume qui s'étendait devant lui dans la lumière dorée de l'après-midi. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais ça, » dit-il doucement. « Une famille, un avenir. J'avais accepté de mourir seul, le dernier d'une lignée maudite. Et maintenant j'ai tout. » Il prit son visage dans ses mains chaudes et l'embrassa doucement. « Grâce à toi, parce que tu m'as regardé sans peur, parce que tu as refusé de me laisser mourir. » Tanith sourit contre ses lèvres. « Eh bien, tu étais plutôt beau. Ça semblait un gâchis de te laisser geler. » Il rit, le son encore nouveau et merveilleux pour eux deux. Ils entrèrent dans le château ensemble, main dans la main, deux personnes brisées qui s'étaient en quelque sorte rendues entières. Derrière eux, la petite Mira poussa un cri de joie alors qu'un papillon se posait sur son nez et prenait rapidement feu. La nourrice soupira et attrapa le seau. Aucune femme ne survivait à une nuit avec lui, avait-il chuchoté. Mais une femme l'a fait. Une femme a survécu toute une vie.